je vous propose de voir dans le détail ce PNDS des SAID non vasculaires, c'est-à-dire le protocole national de diagnostic et de soins des syndromes d'Ehlers-Danlos non vasculaires. Tout d'abord, l'organigramme, d'où ça nous vient effectivement ce plan, alors, ou plutôt ce PNDS. C'est tout d'abord le plan national des maladies rares, et en France c'est le 3e, et en 2004 la France était pionnière dans ces maladies rares pour pouvoir organiser une meilleure prise en charge de tous les patients de maladies rares, et en particulier en créant des centres de référence et des centres de compétences un peu disséminés en toute la France, de façon à ce que les patients soient mieux pris en charge et plus rapidement. De ce plan national découlent 23 filières de soins de maladies rares, parce qu'il y a à peu près 7000 maladies rares. Nous, la filière qui nous intéresse, c'est la filière OSCAR, os, calcium, cartilage, et c'est cette filière qui va diriger le PNDS pour les SAID. La définition d'un PNDS, c'est un protocole national de diagnostic et de soins. Donc, en fait, ça nomme un petit peu sa définition, c'est expliciter aux professionnels la prise en charge diagnostique, le parcours de soins, d'optimiser la prise en charge, et puis la recommandation de textes pour organiser tout cela. Les 5 missions du plan national de maladies rares, c'est très très louable, hein, c'est permettre un diagnostic rapide pour chacun, afin de réduire l'errance et les impatiences diagnostiques, innover pour traiter, pour que la recherche permette l'accroissement des moyens thérapeutiques, améliorer la qualité de vie et l'autonomie des personnes malades, communiquer sur le partage des connaissances, et puis moderniser les organisations et optimiser les financements nationaux. Bon. Donc ce PNDS aurait dû être un très bon vecteur pour accompagner ces missions. Le PNDS a été publié en 2021 par la HAS, la Haute Autorité de Santé. Il a été discuté au ministère en juin 2019 et il y a eu des travaux antérieurs avant. Donc, pour ce PNDS, on détaillera les éléments du diagnostic des SAID hypermobiles, ce qui nous intéresse, et des HSD, c'est-à-dire des maladies du spectre de l'hypermobilité. On détaillera les traitements et la position du PNDS pour ces HSD qui sont cités et exclus de ce PNDS. Le PNDS définit pour le diagnostic des critères. Les critères utilisés sont les critères internationaux de New York, établis par le consortium en mars 2017. Cette classification identifie et décrit 13 types de SAID, et pour le type hypermobile, les SAID-H, le diagnostic repose sur une grille de critères cliniques. Cette grille est relativement simple, on va la détailler, et c'était aussi justement une grille pour faire un diagnostic assez facilement et assez clairement et à la disposition de tous. Les critères internationaux de New York donc, sont avec 3 critères. Critère 1, c'est le critère de Beighton. Je ne vais pas revenir là-dessus. S'il y a des questions, on verra ensuite. Le score de Beighton donc, est coté sur 9, et il faut qu'il soit, pour que ce critère 1 soit validé, un score de 6 pour les enfants jusqu'à 12 ans, un score de 5 de 12 à 50 ans et un score de 4 au-delà de 50 ans. Il y a aussi un point de rattrapage pour les adultes. Si il manque un point, il y a un autre score qu'on appelle le 5QP qui a été
proposé par le professeur Bulbena, qui sur 5 questions, il faut que il y a 5 questions, il faut que ce soit là aussi validé pour pouvoir avoir un point supplémentaire. Ensuite, les critères 1, il y a les critères 2 et les critères 3. Il faut valider chaque critère 1, 2, 3 pour que le diagnostic soit en définitive validé. Les critères 2, ce sont des critères cliniques. Il y a des critères A, des critères B et des caractéristiques C dans ce critère 2. Les critères A sont des signes cliniques qui sont au nombre de 12, que je ne vais pas détailler non plus, on verra après dans les critiques, il y en a 12 et 5 doivent être présents sur les 12 pour que ces caractéristiques A soient validées. Les caractéristiques B, c'est l'histoire familiale. Il faut qu'il y ait un proche et du premier degré qu'on puisse mettre en avant pour que cette caractéristique B soit validée. Caractéristique C, ce sont aussi des signes cliniques, des douleurs musculo-squelettiques au moins 2 membres pendant plus de 3 mois, des douleurs pendant plus de 3 mois et des luxations récurrentes des articulations. Voilà. Donc, pour que ce critère 2 soit validé, il faut qu'il y ait 2 caractéristiques sur les 3 qui soient validées. C'est-à-dire, il faut que A soit validé et B, ou A et C, ou B et C, ou A, B, C, les 3 validés. Mais, voilà, au moins 2 des caractéristiques doivent être validées. Le critère 3, ce sont des critères éventuellement d'exclusion, c'est-à-dire c'est l'absence de maladies congénitales ou du tissu conjonctif ou des signes d'une autre maladie comme un étirement excessif de la peau qui fait penser à d'autres maladies. Donc, pour résumer, pour faire ce diagnostic, on a le critère, le score de Beighton, qui est le critère numéro 1. Les critères numéro 2, il faut que ce soit AB, ABC, ou AB, ou ABC, ou BC. Et puis les critères 3, qui sont des critères d'exclusion. Voilà. Une fois qu'on a rempli ces critères internationaux de New York, on peut aboutir, et c'est fait pour cela, on aboutit à un diagnostic. Je voulais juste faire remarquer qu'il y a des généticiens qui remplissent cette grille de critères et qui sont gênés quand ils n'ont pas la caractéristique B du critère 2. Excusez-moi, je vais un peu rapidement, mais c'est comme ça. Il n'y a pas d'histoire familiale. Alors ils disent, mais ils sont vraiment gênés pour donner un diagnostic d'une maladie génétique, étant généticien, pour dire, mais oui, mais je ne peux pas accepter le diagnostic parce que la caractéristique B des critères 2, il n'y a pas d'histoire familiale. Eh bien, ce n'est pas obligé dans ces critères. Voilà, il peut ne pas y avoir d'histoire familiale pour des tas de raisons. D'abord, éventuellement, de ne pas connaître le père, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir de frères et sœurs. Ça limite drôlement l'histoire familiale. Et donc, oui, on peut faire un diagnostic avec une histoire familiale qui peut ne pas exister. On va aborder la critique de ces critères et les limites du score de Beighton. Et là, on s'est servi de l'excellent livre de Stéphane Dance, Apprivoiser le syndrome d'Ehlers dans l'os, qui a une très bonne analyse de ces critères et du score de Beighton. Il note que 4 points sur 9 de ce score de Beighton sont concentrés sur la main, où l'arthrose et les traumatismes sont fréquents. Les traumatismes sont fréquents pour le CED hypermobile, puisqu'il a des troubles de l'équilibre, de la proprioception, et il peut se cogner facilement les mains, et voilà, il peut aussi y avoir de l'arthrose. Donc, on a 4 points sur 9 quand même
concentré sur une main. Voilà, 2 points sur les genoux, là aussi un lieu de traumatisme fréquent, et lorsque l'on voit par exemple un récurvatum bien net au-delà des 10 degrés, et que l'autre, parce qu'il a été qu'il a subi un traumatisme ou une intervention, eh bien, on ne compte pas ce point sur l'autre genou, alors que la personne nous dit, mais non, mais avant l'intervention, il était comme l'autre. Bon, et on ne le compte pas. 2 points sur les coudes, souvent il y a des tendinites fréquentes sur les coudes, dans la population générale et encore plus pour les SAID hypermobiles, et 1 point pour la flexion du rachis, alors qu'il y a souvent une rétraction des muscles fléchisseurs, en particulier chez les enfants, lorsque on essaye de faire un LASEG et qu'on arrive à 30, 40, 60 degrés au maximum chez un enfant qui est l'axe pour les autres articulations et qui ne peut pas soulever les jambes à ce point-là, ce serait même un signe, cette rétraction des muscles fléchisseurs, ce serait un signe secondaire d'un SAID éventuel. Donc, la question qui se pose, pourquoi n'avoir pas pris en considération les grosses articulations comme l'épaule, comme le dit justement Stéphane Lanz, les hanches ou les chevilles. Maintenant, des critères cliniques généraux, de la clinique générale, pardon. Il y a des signes qui sont très fréquents et il y a des signes qui sont rarissimes et ils comptent pour 1 point de la même façon. On peut citer les papules piézogéniques qui peuvent être de 40% à 60% pour certains auteurs, et des signes rarissimes comme la dilatation de l'aorte avec un score supérieur à Z2. Voilà, et le docteur Richard Amoretti, qui est cardiologue et spécialiste du SAID, n'en a jamais vu. Donc, comme quoi, c'est très rare. Et ça compte pour le même point. Les dires des patientes n'ont aucune valeur. Lorsque une femme qui n'est pas nullipare, qui a eu des enfants, a des vergetures et qu'elle affirme en avoir eu avant sa grossesse et qu'elle n'a pas eu de grande différence de poids, de prise ou de perte de poids, eh bien, ces dires ne sont pas pris en considération. C'est l'examen clinique et dire vous avez eu des enfants, donc ce point-là n'est pas retenu, malheureusement. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis comme signe clinique ce qui a été intégré comme des comorbidités, alors que ça peut être relativement spécifique comme une fatigue extrême, la dysautonomie, les troubles de la proprioception, les dystonies, la fragilité des tissus, l'apnée du sommeil, le SAMA, etc. Et ces signes sont des signes de comorbidité et ne rentrent pas dans les critères de clinique générale. Après ces critiques, on peut aussi dire que ces critères sont aussi une avancée. Ils sont une avancée parce qu'ils permettent de faire un diagnostic sur des critères internationaux et nationaux. On parle de la même chose maintenant au niveau national et international. Lorsqu'on parle d'un SAID hypermobile, eh bien au moins on sait que la grille est remplie et qu'on parle d'un patient identique. Ces critères aussi officialisent le SAID, dont l'existence est trop souvent remise en question. Il y a encore des spécialistes qui n'acceptent pas que le SAID puisse exister ou qui ont une notion trop caricaturiste de ce que peut être un SAID hypermobile, un patient atteint d'un syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, avec une peau hyper extensible qui fait penser beaucoup plus à une autre maladie qu'un SAID hypermobile, ou qui sont des contorsionnistes. Si la personne n'est pas contorsionniste, à ce moment-là, elle est pas SAID. Donc, il y a des caricatures comme ça qui existent encore, et là, ces critères et ce PNDS permettent de dire, attendez, le SAID hypermobile, c'est ça. Et puis ces critères, ils existent et ils ne peuvent que s'améliorer par le consortium, et donc on espère aussi avoir un effet là-dessus sur les critiques et les propositions, et par conséquent ça se répercutera au niveau de notre protocole national de diagnostic et de soins, notre PNDS. Alors le PNDS nous dit quoi? Qui peut faire un diagnostic?
Alors là, il y a 2 documents. Il y a la synthèse à destination du médecin traitant, mais en fait, qui est une simplification, parce que ce document fait 3 pages, du PNDS qui vient ensuite, qui lui en fait 80. Donc, la synthèse à destination du médecin traitant, qui est un raccourci, nous dit « Le diagnostic doit être confirmé par des praticiens ayant acquis une expertise clinique au sein d'un centre de référence ou de compétence. » Donc, c'est assez exclusif. Mais le PNDS, qui est le texte source, nous dit le diagnostic des symptômes des vers dans l'os se construit grâce à des éléments d'anamnèse personnels et familiaux. Là, c'est important. Il devrait être également posé par des praticiens ayant acquis une expertise clinique au sein d'un centre de référence et de compétences. Voilà. Donc, le texte du PNDS, lui, ouvre une possibilité. Il devrait être idéalement, il y a un conditionnel, et puis donc idéalement. Donc, peut-être que ce n'est pas toujours possible, il y a trop d'attentes, il y a plusieurs années d'attente dans les centres de référence et de compétences. À ce moment-là, voilà, on pourrait penser que le diagnostic puisse être posé par d'autres praticiens que ceux du centre de compétences et de référence. Par contre, les caisses primaires d'assurance maladie, eux, se réfèrent au texte de la synthèse, c'est-à-dire qu'ils disent « non, non, aucun diagnostic si c'est hors d'un centre de référence ». Ils disent même centre de référence, ils ne disent pas toujours même centre de compétences. Dans le PNDS, il y a la définition du HSD, je vous lis. Si l'ensemble des critères nécessaires pour parler de SAID hypermobile ne sont pas remplis, le terme de pathologie du spectre de l'hypermobilité peut être utilisé après avoir éliminé les diagnostics différentiels. Les pathologies du spectre de l'hypermobilité ne seront pas traitées dans ce PNDS. Alors, voilà, ça veut dire que quand on sait que la frontière peut être très mince entre un CEDH et un HSD, ça veut dire que si on connaît l'un, on connaît l'autre. Si on doit, après avoir éliminé les diagnostics différentiels, on peut parler d'un HSD, le diagnostic différentiel du HSD ou du CEDH, c'est la même chose. Donc, voilà, on nous oblige, enfin les centres de référence voudraient bien, ils nous poussent à faire des diagnostics de HSD et à prendre en charge les HSD si vous voulez les prendre, parce que nous, on fait de la recherche génétique, on ne s'occuperait que des CEDH, mais vous ne pouvez pas faire un diagnostic de CEDH, mais par contre, on vous pousse à faire des HSD. C'est pas très raisonnable, c'est pas très raisonnable. La frontière entre les deux donc, est très mince. Un HSD peut évoluer vers un diagnostic de SAID hypermobile en quelques mois. Il y a un nouveau signe clinique qui apparaît, une hernie, un prolapsus, des luxations, des douleurs musculo-squelettiques qui s'enclenchent, et on est d'un HSD, hop, on passe à un SAID hypermobile. Quand ce n'est pas une histoire familiale qui se dévoile parce qu'il y a un cas d'un frère, d'un parent, d'un enfant, et qui fait qu'il y a un diagnostic qui est donné de CEDH, et à ce moment-là, cette personne HSD passe en SAID hypermobile. Alors, qu'est-ce qu'un HSD? Là, on a fait un flyer de 3 pages là, sur le HSD que je vous recommande. Il est sur la page Facebook du GERCED. Il n'est pas encore sur le site parce qu'il est en pleine reconstruction. On n'a pas, voilà, même sur l'ancien site, enfin, on va essayer de le mettre après ces rencontres. Et il est aussi présent sur le site de SAID France, avec lequel on a créé ce flyer. On va revenir, on va détailler quelques points de ce flyer qui donne bien les différences entre l'hypermobilité, les maladies du spectre de l'hypermobilité et le SAID. Donc,
je disais tout à l'heure, les troubles du spectre de l'hypermobilité, en fait, un HSD ressemble à un SED, mais n'en est pas un. C'est presque un SED, ce n'en est pas un. Voilà. Il peut répondre à tous les critères du SED de l'hypermobilité, sauf un. Et ça peut varier. Un HSD, alors, je suis désolé, on dit un HSD, c'est un patient qui est malade d'une maladie du spectre de l'hypermobilité. Pour faciliter cette intervention, on va prendre ce raccourci. Mais j'aime mieux dire un patient parce que cette réduction m'ennuie un peu. Donc, un HSD peut être plus invalide qu'un SED hypermobile. C'est comme ça, voilà. Et un HSD, dans son histoire, peut devenir un SED hypermobile. Donc, la notion de HSD a été créée pour réduire les diagnostics de SED-H afin de concentrer la recherche génétique sur des cas beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus serrés. Voilà. Donc, c'est une facilité pour la recherche génétique, mais pas obligatoirement pour le devenir des patients, surtout en France avec le PNDS. Les traitements et les précautions à prendre pour les HSD sont les mêmes que pour les SED hypermobiles. Donc, pour développer un petit peu ce spectre de l'hypermobilité, il y a 4 catégories principales. Les HSD périphériques, l'hypermobilité limitée aux mains et aux pieds avec plusieurs manifestations musculo-squelettiques, le HSD historique. L'hypermobilité déclarée, elle pouvait effectivement satisfaire le score de Baton, mais l'examen actuel est négatif pour le Baton, qui peut être à 2, hein, qui peut être même à 0, bon, mais avec des manifestations musculo-squelettiques et une histoire donnée. Le HSD localisé, l'hypermobilité limitée à une articulation ou un groupe d'articulations avec une ou plusieurs manifestations musculo-squelettiques sur ces articulations. Et puis, le HSD généralisé, l'hypermobilité généralisée avec un score de Baton positif et avec une ou plusieurs manifestations musculo-squelettiques et des signes cliniques, mais ça ne répond pas entièrement à la totalité des critères cliniques du SED hypermobile. Et c'est là où un signe fait basculer d'un SED, particulièrement dans ce HSD généralisé, fait basculer HSD en SED hypermobile. Venons maintenant au traitement et au thème du PNDS. Il nous dit, le PNDS, l'efficacité sur les douleurs et la fatigue, des injections de xylocaïne en sous-cutanée, de l'oxygénothérapie en continu, des antiparkinsoniens, du baclofène, de la lévocarnine n'a pas été démontrée dans les SED neurovasculaires dans le cadre d'essais cliniques randomisés et contrôlés, ni dans le cas d'études comparatives. Je poursuis, je reviens, je peux tout de suite dire, oui, il n'y a pas eu d'études randomisées contrôlées dans le cadre d'études comparatives parce que dans les maladies rares, les labos n'ont pas fait ce travail pour les maladies rares. Ça ne débouche pas sur des gros bénéfices pour les labos, donc généralement, ils ne le font pas. On reviendra là-dessus sur la diapo d'après. En l'état actuel des connaissances, ces traitements ne sont pas recommandés dans cette indication, d'autant plus que leur prescription est hors MM et que leur innocuité n'est pas démontrée. Donc, ce PNDS. Alors, là, des termes très importants. Ces traitements ne sont pas recommandés dans cette indication. Donc, 2 facettes à ce terme. Ils ne sont pas recommandés, ça veut dire qu'ils ne sont pas strictement interdits. Ils ne sont pas interdits, ils ne sont pas recommandés. Voilà, mais avec la suite ne sont pas recommandés, ça veut dire c'est presque, ils ne sont pas hautement recommandés, c'est-à-dire faites gaffe, si vous avez à faire donner ces traitements, les prescripteurs, ils ne sont pas du tout recommandés, ils ne sont pas recommandés. Voilà. Il peut y avoir ces 2 choses ne sont pas recommandées. D'autant plus que leur prescription est hors AMM, elle ne l'était pas avant le PNDS, mais bon, elle le devient maintenant écrite. S'il y avait une tolérance, maintenant, il y a voilà, toutes ces prescriptions sont hors AMM directement après le PNDS. Et leur innocuité n'est pas démontrée. Bon, lorsqu'il y a un traitement, il n'y a pas une innocuité qui est démontrée. Il y a toujours des bénéfices-risques et il y a des effets secondaires. Donc,
La façon dont c'est rédigé, bon, n'est pas très clair et un petit peu, voilà, il y a une petite tendance qui sont éventuellement à rectifier, à expliquer. Pourtant, le ministère, c'était la ministre, la HAS, la Haute Autorité de Santé, et l'ANSEM, l'Autorité nationale de sécurité du médicament, en novembre 2019, avant la parution de ce PNDS, ces trois institutions qui chapeautent toute la santé en France se sont engagées à prendre en considération les difficultés de présumer d'un rapport bénéfice-risque favorable aux médicaments prescrits pour une maladie rare. C'est-à-dire qu'on doit être beaucoup plus souple sur les bénéfices-risques, et s'il y a des bénéfices, il faut accepter les risques parce que éventuellement on n'a rien d'autre. Donc voilà ce que nous dit le ministre, la HAS et l'ANSEM. Et ils disent, pour les recommandations temporaires d'utilisation, par exemple, c'est-à-dire que s'il y a des études et tout, on peut accepter que ce médicament soit pris en charge, autorisé, etc., pendant qu'il y a des études qui sont faites. Voilà. D'autre part, au niveau international, de nombreux traitements sont utilisés qui améliorent considérablement la vie des patients. L'oxygénothérapie en est un exemple. On aura deux interventions aujourd'hui sur cet oxygène. Intermittente. Il faut savoir que pour le PNDS, c'est une société qui a fait toute la bibliographie, et elle l'a bien fait, sauf qu'elle n'a peut-être pas bien posé les bonnes questions pour avoir les bons articles. Et qu'il y a eu un petit biais. Voilà, c'est surtout... cette bibliographie peut être augmentée. On a proposé qu'elle soit augmentée, ça a été refusé. Donc, le plan national des maladies rares, le PNMR, il est censé réduire l'errance et les impasses diagnostiques. Il est censé partager les données pour favoriser le diagnostic et les nouveaux traitements, de promouvoir l'accès aux traitements pour les maladies rares et d'améliorer le parcours de soins. Voilà ce que le PNDS était censé suivre. Dans la réalité, c'est l'inverse. Et malheureusement, l'inverse, ça aboutit à ça. Ce n'est pas une volonté, sans doute, dès le départ, sauf que ça aboutit à ça. L'errance est augmentée puisque le diagnostic n'est considéré valable que s'il est posé ou validé par un centre de référence ou de compétence. Donc, à ce moment-là, ça élimine tous les autres diagnostics. Donc, lorsqu'on peut être amené à faire un diagnostic, une caisse peut dire « Ah mais non, mais ce n'est pas valable, ça n'a pas été fait dans un centre de référence. » Donc bon, et ben alors 3 ans d'attente encore, minimum, on reviendra là-dessus. Une très forte limitation de la palette thérapeutique pour les patients. Et donc, voilà, les traitements tolérés sont maintenant interdits, comme par exemple l'O2, l'oxygène, voilà. Si c'est pas pris à ce moment-là, si c'est hors AMM, ça veut dire que les patients doivent s'acheter un concentrateur. Et puis, l'impossibilité pour un médecin libéral, même s'il est spécialiste, même si c'est un interniste dans une clinique, par exemple, il ne peut pas obtenir un rendez-vous pour son patient auprès d'un centre de référence. C'est nouveau, c'est la réponse automatique des centres. L'accès aux consultations des centres est débordé et les contraintes pour les rendez-vous sont devenues quasiment drastiques et hyper difficiles à obtenir pour un patient. Il faut que ce soit un médecin spécialiste hospitalier qui remplisse des tas de dossiers pour que, éventuellement, la demande du médecin spécialiste soit recevable par un centre de référence. Donc, ce qui devait être une avancée pour les patients par le PNDS et ce que demandait le PNMR se traduit en fait par un recul tant en matière d'errance que de la prise en charge. Le constat est que le CED hypermobile est sans doute la plus fréquente des maladies rares, et c'est ce qui expliquerait en partie l'encombrement des rendez-vous. Les médecins libéraux expérimentés sont exclus pour le diagnostic.
alors qui sont capables de faire la différence entre un HSD, on le reconnaît, entre un HSD et un SED hypermobile. Bon, allez savoir pourquoi. Les critères de diagnostic ont été justement définis par le consortium et EDS Society pour que ce soit facile avec cette grille de pouvoir faire repérer et diagnostiquer les patients dans la vie de tous les jours et non pas dans un centre hyper spécialisé d'un hospitalocentrisme exagéré. On demande aux patients d'exiger de médecins hospitaliers de remplir des documents contraignants, longs, avec des spécialistes qui ne connaissent pas obligatoirement l'histoire. Et puis, on demande à ce que les traitements soient élargis, appliqués individuellement en fonction de chaque patient. Aux conclusions, un point positif est l'affirmation des SED comme entité, ça c'est très positif. Le PNDS aurait pu être une belle avancée, mais bon, il ajoute malheureusement, c'est le constat qu'on peut faire tous les jours quand on écoute les patients et leur parcours, en fait, il ajoute des injustices au parcours des patients qui sont déjà éprouvants, contraignants et intenables. Ça en ajoute encore. Le PNDS existe, voilà, on pourrait participer à son évolution. On a demandé, on a redemandé, on a fait des demandes répétées de rencontres avec aussi bien la filière que les centres, et actuellement, on n'a pas de réponse. On a des critiques, hein, mais on a aussi des propositions, beaucoup de propositions. Voilà, il nous semble au GR7 qu'il faille plus privilégier l'intérêt des malades plutôt que celui des chercheurs généticiens à la recherche d'un gène qui est introuvable aujourd'hui. Je pense que c'est, et nous pensons au GR7, que c'est l'intérêt des patients qui doit primer. Le GR7 a beaucoup travaillé pour ce PNDS et en fin de compte, on n'a pas signé ce PNDS parce que il nous semblait qu'il y avait trop de points de désaccord et qu'on n'avait pas été assez entendu par rapport aux remarques qu'on avait faites. Donc, on n'a pas signé, mais on a été un peu déçus que le nom du GR7 ne soit absolument jamais cité, même en bas d'une page, même en tout petit, même quelque part, on a bien regardé, même entre les lignes, nous n'avons pas été cités. Bon, c'est dommage. Le GR7 a participé en amont de ce PNDS avec des réunions avec les centres. Il n'a pas cessé de faire des suggestions, des rectifications, des amendements à chaque fois, et à chaque fois en relisant ces 80 pages et en annotant très précisément, et en s'appuyant sur notre propre niveau de connaissance globale et notre expérience cumulée de nous tous, mais également sur des publications internationales qui n'étaient pas dans la bibliographie. Le GR7 était présent aussi à la relecture de ce PNDS au ministère, et il a continué, nous avons continué à faire des propositions aux côtés des associations de patients. Voilà, on continue à en faire, on a fait des lettres, des propositions, des critiques, mais pas que des critiques, des propositions. Et on continuera à le faire sans arrêt, on ne baissera pas les bras, voilà. Merci à tous. Je laisse mon adresse mail qui sont pour les soignants, hein, les patients peuvent donner cette adresse mail à tous les soignants pour qu'ils me contactent ou nous contactent. Au niveau du GR7, on répond à tous les patients. Merci à tous de votre attention.